L'épisode du jour du podcast Vibe avec ton enfant intérieur est sponsorisé par Maison K. Maison K, c'est une association qui met en avant les richesses ancestrales de Kemet liées au bien-être et notamment à travers la pratique du Smaïtaoui. Alors là, tu dois te dire, attends, c'est quoi? Elle parle quelle langue? Laisse-moi te donner un petit peu de vocabulaire. Kemet, c'est le nom d'origine de l'Égypte antique. Et le Smaïtaoui, c'est la forme la plus ancestrale de ce que l'on connaît aujourd'hui du yoga. On le connaît également sous le nom du yoga des pharaons ou le yoga kémétique. En gros, le Smaïtaoui, c'est des exercices de respiration, de la méditation, des progressions géométriques et des postures de divinité égyptienne. Et vraiment, c'est bien plus qu'une discipline, c'est un lifestyle. C'est un mode de vie et c'est un mode de vie qui se fait en pleine conscience. Moi, je kiffe le Smaïtaoui parce que, au-delà des bienfaits physiques, c'est une pratique qui m'apporte une réelle dimension spirituelle parce qu'en fait, elle m'offre l'opportunité de reconnecter avec moi-même, avec la et les divinités qui sont en moi, et bien évidemment avec mon enfant intérieur. Le Smaïtaoui, ça nourrit ton âme, c'est clair, mais ça met également l'accent sur la notion de pleine conscience nutritionnelle, en prônant une alimentation saine et basée principalement d'aliments gorgés d'énergie et de force vitale. En gros, ça va apaiser ton âme, ton esprit et également ton corps. Si tu as envie de découvrir le Smaïtaoui, et je te le recommande fortement, Maison K t'accompagne dans le chemin du bien-être ancestral via des cours collectifs ou des cours privés à domicile. Ça, c'est la partie de la pub que je préfère parce que ça me met genre en joie. Grâce à ce partenariat, tu as la possibilité d'être adhérent à l'association Maison K gratuitement pendant 1 an et de bénéficier de tarifs préférentiels, de contenu en exclusivité et bien d'autres surprises. Alors comment est-ce que tu fais? Tu tapes sur ton ordinateur ou ton téléphone Maison K maisonka.org et avec le code VATEI, VATEI, tu vas bénéficier de la gratuité de ton adhésion à l'association Maison K qui coûte normalement 15 € et qui va te donner donc accès à tous ces bénéfices. Donc je répète, tu vas sur le site Maison K, maisonka.org et avec le code VATEI, tu bénéficies de 15 € de réduction sur ton adhésion, ce qui la rend gratuite. On est trop contente. Merci infiniment Maison K pour votre confiance, pour tout ce que vous faites pour le Smaïtaoui, c'est de la bombe. Et maintenant, il est temps de revenir à l'épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast pour t'aider à reconnecter avec ton enfant intérieur. Tu connais, c'est un espace dans lequel tu vas écouter des invités, des artistes, des entrepreneurs, des professionnels de la santé mentale, des coachs, des gens comme toi et moi finalement, qui vont raconter leur relation avec leur enfant intérieur. Et l'objectif, c'est à la fois qu'ils puissent échanger et s'exprimer, mais également que toi, tu puisses finalement acquérir des réponses à des questions que tu ne te posais pas. Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'on est tous les miroirs les uns des autres. Et que j'ai bien conscience que travailler sur son enfant intérieur, parfois, ça peut paraître abstrait. Et via les histoires des autres, ça peut devenir très concret pour toi. Donc aujourd'hui, je te propose d'accueillir Bakang qui va se présenter. Merci infiniment déjà d'être présent aujourd'hui avec ce merveilleux chien que vous ne voyez pas mais que moi je vois. Ouais, ça c'est Juice. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien, écoute. Merci pour l'invitation. C'est vraiment cool. Avec grand Ça va être plaisir. un bon sujet. Top. Je suis Alors content d'être là. Bakang, je commence toujours le podcast avec cette question. C'est qui es-tu en ce moment? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En ce moment, je suis quelqu'un de... On va dire, en ce moment, j'étais assez stressé dernièrement, on va dire. Donc, j'étais quelqu'un de stressé, on va dire, et qui devait faire un sorte de remaniement sur lui-même. Et on va dire que depuis très peu de temps, que j'ai pu un peu remettre un peu de routine, de sport, etc., je suis quelqu'un d'un peu plus apaisé. Euh, par contre, il y a une ligne qui est constante, que je sois stressé ou pas, je suis quelqu'un de très très joyeux. J'aime beaucoup beaucoup la vie. Et c'est un truc qui est vraiment marqué en ce moment où je me rappelle à chaque fois dans les moments les plus stressants que non, en fait, je kiffe vivre la vie Hmm, et que j'habille à fond quand je peux. Ouais. c'est cool, c'est un bon rappel parce que c'est pas toujours évident de se rappeler ça parfois. Quand je t'ai envoyé cette invitation-là par rapport à l'enfant intérieur, c'est quoi la première chose que tu t'es dite? Franchement, je me suis dit, waouh,
c'est archi intéressant parce que ça me rappelle le jeu qu'on a créé qui s'appelle Ça reste entre nous. Et du coup, il y a une vraie partie sur ce type de sujet-là. Et j'étais curieux en fait de savoir là où ça allait nous mener en termes de conversation, parce que l'enfance a tellement d'impact sur qui on est aujourd'hui. Et on est beaucoup à perdre, à plus pouvoir toucher cet enfant qui est en nous. Donc ouais, je trouvais que c'était intéressant. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est, putain, j'y ai réfléchi pendant tellement longtemps et je me suis Hmm. posé la question, c'est quand la dernière fois où, tu vois, je suis allé chercher l'enfant qui est en moi pour pouvoir faire une action, prendre une décision. Hmm. Toi, du Et du coup, coup, c'est quand là? Ouais, vas-y, non, dis-moi. j'allais dire, ouais, toi, c'est quand, du coup, la dernière fois? Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu penses à ton enfant intérieur? Mon enfant intérieur est tout le temps avec moi. Ok. Genre, là, elle est là présente. C'est elle qui me dit on est un peu fatigué d'ailleurs là. Tu penses pas que t'abuses un peu? Genre, on est censé se reposer. Mm, Mais non, non, elle est tout le temps avec moi. Et mon travail, tu vois, en tant que coach en enfant intérieur, développer tout un écosystème autour de ça pour les entreprises, pour les familles, pour les couples, pour les individus, pour les hommes. Enfin, tu vois, elle est tout le temps présente. Elle mm, est tout le temps présente. Et l'idée pour moi, c'est de ouais de faire en sorte que ça devienne de plus en plus seconde nature, donc que je sois pas en train de me dire ah c'est ma petite fille qui parle ou c'est la femme que je suis aujourd'hui. C'est très très entremêlé, tu vois, on a vraiment une relation de codépendante, ce qui est très cool parce que c'est pas avec quelqu'un d'extérieur, c'est une mm. compte. C'est pas mal, ça. Tu vois, donc Ouais. j'ai juste changé tu vois, le sujet de la codépendance, et comme ça au moins c'est peut-être plus sain. Ça, c'est bien. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfant intérieur? Du coup, quel âge a-t-il? Comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce qu'il a un surnom? Qu'est-ce qu'il aime faire? Bah, tu vois, pour être franc, j'ai pas, tu vois, je suis pas au stade où j'y ai posé une identité, tu vois, Hmm, sur mon enfant intérieur. Pour moi, c'est plus et c'est vraiment mon imaginaire humain qui reflète par rapport à ce qui se passe et ce qu'on nous montre à la télé, mais c'est plus une sorte d'aura, tu vois, quelque chose de hmm, très chaleureux qui est j'ai envie de dire entre, si je devais lui donner un âge, ce serait entre 16, c'est même pas très, très jeune, hein, c'est entre 16 et 18 ans où, bah, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait beaucoup de risques. Ça, c'est important de le dire. Et donc, en fait, et je prends beaucoup moins de risques maintenant. hmm. Et je pense que moi, mon enfant intérieur m'aide à prendre plus de risques. Il m'aide à me dire, OK, mais en fait, pourquoi? Enfin, il y a 10 ans de ça, tu aurais sauté sur l'occasion, tu l'aurais fait. Pourquoi tu fais pas? Tu vois, tout à l'heure, on parlait de partir au Cameroun. Une partie de moi me dit, OK, j'ai vraiment envie d'y aller, il faut que j'y aille, c'est vital pour moi, c'est très important. Et en même temps, je me lance dans un nouveau projet. Mais qu'est-ce qui est plus important pour moi? Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour moi? Et du coup, Hmm. tu vois, c'est souvent quand je laisse mon enfant intérieur prendre la décision que je prends ou que je fais le bon choix. Hmm. Et en Ok, fait, il donc me ça veut dit dire que d'aller tu au vas prendre Cameroun. ton billet. Voilà, c'est ça en fait, c'est Voilà. ça. À la fin de ce podcast, il aura pris son billet. Wouh. Ok, donc toi, c'est plus une version finalement jeune adulte. Et est-ce que quand même, parce que la manière dont je conceptualise moi l'enfant intérieur, Ouais, c'est entre 0 et 14 ans. 0,8 ans, 0,14 ans. ouais, Pourquoi? Parce que c'est une période très particulière dans le développement de l'individu et dans le développement du cerveau notamment. ouais, 0,8 ans encore plus parce qu'en fait, ben, c'est le moment dans notre vie où on va apprendre le plus facilement et le plus dans notre vie de manière générale. ouais. Quand tu vois un enfant qui naît et tu le vois 2 mois après, ou même 6 mois après, ou un an après, c'est plus du tout le même individu. Il a accumulé une quantité incroyable d'informations. Et c'est grâce à son cerveau qui est plastique, donc il va faire en sorte que l'information circule de manière très très libre. Mm. Et donc ça veut également dire que c'est à ce moment-là qu'en tant qu'éponge humaine, on va absorber en fait tout du monde pour lui donner du sens, pour comprendre finalement quelle est notre place, quelles sont les interactions, comment est-ce que je dois faire avec telle personne, c'est quoi les règles pour être accepté, pour être aimé, parce qu'on est des êtres sociaux et que c'est ça, sinon c'est la mort dans notre tête, tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est pour ça que je mets entre ces deux entre cet âge-là. Et bien évidemment, je ne parle pas de la période de gestation, parce que c'est encore un autre game, Ok. où là, en fait, ce qui s'est passé pendant que tu étais dans le ventre de ta maman ou ta génitrice, ça a également un impact sur la personne que tu es, la manière dont tu es venu au monde. Bref, it's a whole world. Hmm. Hmm. Attends, Voilà. et donc bah, ok, c'est quoi ta définition pour toi justement de l'enfant intérieur?
Pour moi, l'enfant intérieur, c'est une version de toi âgée entre 0 et 14 ans qui est détentrice de tes aspirations, ta créativité, le côté très naïf, mais également qui a toute ton histoire. C'est-à-dire que moi, je considère que ton enfant intérieur est plus âgé que la version de toi qui est en train de me parler là maintenant. Dans le Hum. sens où, en termes d'expérience, il a tout vécu en fait, il connaît tout. Et c'est pas parce que toi tu t'en rappelles pas, parce que parfois notre inconscient préfère juste shut down parce que les choses qui nous sont arrivées sont trop pénibles, que lui, il n'a pas les informations, tu vois. Et tu peux aussi considérer que ton enfant intérieur, c'est un archétype, à savoir que c'est pour ça que je te posais la question quel âge a-t-il, quel est son surnom, c'est juste pour cristalliser finalement une identité ouais, qui est un archétype, donc qui représente finalement l'idée de ton enfance. Ce que je peux dire du coup sur qui j'étais entre 8 et 14 ans, tu vois, ce qui me marque en tout cas énormément, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de tu vois, j'ai toujours aimé, une forme de philosophie, ça m'a toujours suivi. Mhm. Donc lire, les histoires, réfléchir à ce que ça voulait vraiment dire et surtout, ça peut vouloir dire plusieurs choses en même temps et l'un ne veut Mhm. pas dire que l'autre est faux, c'est juste plusieurs choses en même temps en fonction de la personne qui lit. Le côté critique, le côté penseur, et je pense que c'est lié du coup aussi à la créativité. Mhm. C'est quelque chose qui me définit vraiment à 100% et qui me marque aujourd'hui et qui me suit aujourd'hui et d'ailleurs qui m'aide aujourd'hui à 99%, quoi, tu vois. Donc, Mhm. j'ai toujours été ultra sensible et quand je dis sensible, c'est plus empathique. Donc, j'ai toujours su ou j'ai toujours pu ressentir ce que les autres ressentaient à côté de moi Mhm. de façon forte. Donc, quand quelqu'un est triste, c'est quelque chose que je sentais très rapidement. Quand il y avait un problème ou quand quelque chose allait bien ou autre, c'est un truc que j'ai toujours eu avec moi et qui m'a rarement desservi, on va dire. C'était pas au point où quand quelqu'un est triste, je tombe dans le trou avec la personne. Je sais quand même Mhm. rester à côté et regarder la personne tomber. Mais, euh, mais ouais, c'est un truc qui me marque. Donc ce serait la capacité vraiment à ressentir ce que enfin, ou du moins être très empathique, tout simplement. Ouais. Et la sensibilité au niveau des émotions. Et dans un deuxième temps, il y a aussi vraiment cette partie réflexion qui est importante pour moi, ce côté philosophique, même si c'était pas toujours voulu, tu vois, ou je connaissais pas le mot philosophie. Mhm. À travers les livres, à travers la façon dont j'ai été éduqué, c'est quelque chose qui a été très très fort pour moi. You can count on me, you can count on me, you can count on me. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background culturel? Tu es né dans quel environnement, dans quelle culture? Combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Alors, du coup, j'ai, alors le nombre, on est sept, Sept enfants? sept Ou- enfants, ouais. Ok, Et j'ai deux demi-frères aussi. On a été éduqués dans un milieu très modeste et super cultivé. d'accord. On a eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des études et pour qui c'était très important. On a été j'ai été élevé dans la joie, hein, quand tu as Mhm. beaucoup d'enfants, souvent ça crie, ça rigole, beaucoup de bruit, beaucoup de moments joyeux où vous rigolez fort, etc. Il y a eu Mhm. des moments bien évidemment difficiles qui vont aussi avec le fait d'avoir plusieurs enfants. Mais j'en garde un très très beau souvenir. Ouais. J'en garde un très beau souvenir, très fun, monoparental, moi de mon côté. D'accord. Euh, donc, mais très cool. Une mère qui a fait le rôle de mère et de père et Mhm. qui l'a bien fait, vraiment vraiment bien fait. Et qui, une mère, je pense, en avance sur plein de choses. Euh, et quand je dis en avance sur plein de choses, c'est sur le monde, la société, dans la façon dont la société pouvait nous voir. Après, mon père aussi, c'est quelqu'un qui était en avance sur plein de choses, qui était conscient de plein de problèmes géopolitiques. Et donc, c'est un héritage qu'on a eu aussi très rapidement. Donc, on voyait pas forcément
les livres d'histoire comme nos collègues, comme nos camarades Hmm. de classe. Ce qui m'a valu d'ailleurs pendant très longtemps d'avoir des très mauvaises notes. Si je devais donner un exemple, quand il y a eu l'affaire des diamants avec Giscard, Tu peux resituer en quelle année, s'il te plaît, pour c'était, moi contextualiser? j'étais au collège. Ok. Donc si moi j'étais au collège, c'est que ça faisait déjà des années que le truc avait Hmm. éclaté, tu vois. Mais les gens ne parlaient pas encore des diamants comme ça. Et en gros, nous, à la maison, on en parlait déjà. On savait déjà que c'était une grosse farce, tout ça, quoi. Mais quand tu l'écrivais étant donné que ça corroborait pas avec ce qui était écrit dans le livre, je prenais des zéros, quoi, tu vois. Et voilà, tout ce qui était colonisation, tous ces sujets-là sur la culture. Euh, Tu vois, je m'appelle Bacan, donc Hmm. c'est important. Le nom, l'importance du nom, l'importance du fait que on était, même si ça change beaucoup aujourd'hui, l'une des seules populations à avoir des noms qui ne nous appartiennent pas, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, tu vois, tu vas dans le nord de l'Afrique, les gens s'appellent Mehdi, Mohamed, Sabrina, qui est d'ailleurs un nom, tu vois, Amina, etc. Même chez les Maliens, etc., ils ont quand même Aminata, etc. Donc comme ça. Euh, mais dès que tu descends, tu as des noms qui ne sont pas forcément. Valérie. J'allais pas te donner, mais. It's all good, all good. Et bah, tu vois, très tôt, je pense, dès notre naissance, nos premiers mots Hmm. autour de nous, le nom a toujours été défini pour nous comme étant quelque chose qui a une signification très forte. Et s'affirmer à travers son nom, ça change tout. Ta façon de te présenter aux autres, ta façon d'être perçu par l'autre, qui peut être aussi bien un signe d'affirmation, parce qu'en fait, les gens, ah ok, tu sais qui tu es en fait. C'est Hmm. dur de ne pas savoir qui tu es quand tu connais ton nom, C'est clair. C'est très, très, très tu juste. vois. C'est très juste. Et du coup, c'est un truc qui a beaucoup, beaucoup joué dans notre enfance. Et pourtant, au début, c'était quelque chose de négatif. C'est-à-dire que tout le monde est là, il s'appelle Tom, Brian, tout ça. Toi, t'es là, Hmm. tu veux un nom facile. À l'école, tu sais, je me rappelle quand on nous appelait devant toute la cour de récré pour dire les noms, tout le monde se trompait sur mon nom, tu vois. Bakou, Baka, alors que c'est Bakan, c'est difficile, c'est facile, tu vois. Hmm. Et aujourd'hui, j'en suis tellement content, je suis heureux. Hmm. À quel âge ça a fait le switch? Est-ce que tu arrives à identifier à quel moment tu es passé de oh putain relou à yes, that's my name? Tôt, 13 ans, Ouais. tôt. Ouais, moi ça m'a. Après, tout a commencé tôt. Donc très Hmm. tôt, j'étais pas à l'aise avec mon prénom. Et je savais. En fait, je n'étais pas à l'aise seulement à l'extérieur, hein. Parce qu'à l'intérieur, je savais, j'ai toujours su pourquoi j'étais appelé comme ça. J'ai toujours su et j'ai toujours été fier en fait de ce que mon nom veut dire et surtout de pourquoi je m'appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il veut dire justement ton nom? Tu peux. En fait, c'est c'est comme la base, tu vois, c'est quelque chose qui vient soutenir, tu Hmm. vois, le reste. D'accord. La Donc, fondation? c'est comme une fondation. Ouais. Euh, et surtout, la façon dont mon nom est construit, je pense que tu sais, c'est dans l'histoire. Au début, j'allais dire Cameroun, mais c'est pas que le Cameroun en réalité. C'est chez les Bantous, en tout cas, sûr. Et même, je pense, dans le reste du continent africain, on n'avait pas de prénom à la base. T'étais, par exemple, Valérie, fille Fille de, de. Hmm. voilà. Et moi, mon père, quand il est arrivé en France, il voulait garder ça. Donc en fait, j'ai pas de nom de famille, si tu veux, normalement. Mais ils l'ont forcé à apprendre un nom de famille. Donc du coup, il a dit ok, on va répéter. En fait, il a même pas accepté, c'est qu'il a dit si vous voulez me Ah forcer, ouais? Ok. eh ben du coup, je vais le faire. En fait, je vais faire comme nous on le refait. Donc moi, je Ah. m'appelle Bakan, Babakan Batonje. Hmm. Donc, je suis Bakan, fils de mon père Bakan, lui-même fils de son Hmm. père Tonje. Putain, c'est un truc de ouf parce que ça me donne des frissons parce qu'en fait, parlons d'être connecté avec sa lignée comme ça. Ouais, C'est un truc de ouf, la puissance. Et du coup, je trouve également que de ce que je vois de toi, de l'extérieur, de ce que je vois de ce que font tes frères également,
ce côté, cette grille de lecture différente, je trouve que maintenant que tu la verbalises, elle se voit, it makes sense. Je fais, ah ouais, d'accord, je comprends. Mm, Ça se sent, tu vois. Est-ce mm, que de ton côté, la partie fondation de ton nom, Bakan, tu le mm. sens dans ta personnalité, dans la manière dont tu interagis avec le monde? 100%. En fait, Ouais. c'est aussi bien une arme qu'une armure. Oh my God, this podcast is gonna be so good! Ok. Mais c'est vraiment, vraiment le cas. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, quand je serre une main, quand je dis bonjour et que je dis je m'appelle Bakan, pour moi, j'ai posé quelque chose de fort, tu vois. Hmm. Que la personne le sache ou pas, Ouais, dans ma façon de le dire, je sais que je le ressens et comme je suis beaucoup sur l'énergie, bien la sûr, personne le ressent, tu vois. bien sûr, bien Donc sûr. c'est quelque chose qui est important. Et c'est aussi une protection parce que il est impossible pour moi de ne pas savoir d'où je viens. Et Exactement. quand je dis où je viens, c'est même pas le fait que je sois camerounais, tu vois, euh, ou que je sois de la région Bantou, etc. C'est vraiment en fait intrinsèquement dans mon nom, il y a comme si, c'est comme si mon père et ses ancêtres avaient laissé, tu vois, des Dans traces l'ADN, pour c'est dire ça. ton ADN. Et en fait, c'est non, t'es Bacan, fils de Bacan, je suis mon fils de Tony. Et si je veux, je peux monter en Bien sûr. réalité. Si j'ai envie, je peux monter. Tout a été écrit. Ça, c'est la chance que j'ai eue avec ma famille aussi. Comme je t'ai dit qu'ils étaient éduqués, c'est que euh, bon, bah, tout le monde parle bassa. Enfin, je suis bassa, hein. Donc Hmm. les gens parlent bassa. Et mes arrière-grands-parents, etc., ont tout écrit. Et mes grands-parents ont suivi et mon père a suivi. Donc la Damn. lignée, je l'ai vraiment. C'est pour ça que je dis, je sais que. Après, je comprends qu'on est très différents de beaucoup parce que même quand je suis au Cameroun et que je dis mon. Je t'appelle Ah, ton père il t'a marqué au fer rouge, hein? Tu t'appelles Bacan, tu vois? Ouais. Mais en fait, non, il m'a sauvé, Bien, il tu t'a vois? sauvé, c'est ça. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment une forme d'épigénétique version. On pense que, ah, on a découvert l'épigénétique, c'est un truc de ouf. Genre, votre ADN se transforme en fonction de l'environnement. Mais en vrai, c'est un truc purement africain. C'est Parce que ça. quand tu fais ça, comme tu l'as dit, tu l'écris dans tes gènes, dans ton ADN, dans ton code. Et à chaque fois que tu vas dire bonjour, je m'appelle Bakan, c'est genre une formule magique. C'est genre, c'est comme si autour de toi, t'avais toute ta lignée qui venait, qui faisait genre, et on est là, quoi. Ah, Il y a c'est ça. quoi? C'est ça. C'est vraiment genre. C'est ce truc permanent. Et puis aussi, c'est. Tu vois, les questionnements. Je pense que on change un peu de sujet, mais il y a beaucoup d'Africains première génération qui ont une problématique que les Africains qui viennent à 18-19 ans n'ont pas. Mhm. Les premières générations, donc c'est ceux qui sont nés en France. Moi, je suis la première génération Ok, à t'es être née né en en France, France. hein. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Tous les humains se cherchent, hein, qu'on le sache, quel que soit le lieu où tu trouves, mais qui se cherchent ici, genre, je suis africain, mais je suis, comment dire, européen, français, quel que soit le lieu où tu te trouves, et j'ai peur de ne pas être accepté. Et moi, tout ça, je l'ai quasi pas eu, tu vois. J'ai été conscient de la discrimination, mais ça, c'est un fait, tu vois. Mais ça m'a jamais empêché de connaître ma valeur. Jamais, genre jamais. Et j'ai toujours su que c'était important d'avoir des exemples. Parce qu'en fait, quel que soit, c'est-à-dire que même quelqu'un, je sais pas, moi je vais prendre un Suédois, pur Suédois, dans sa construction, il a besoin de voir quelqu'un qui lui Mhm. ressemble en train de faire quelque chose en Suède. Donc ça veut dire que en tant qu'humain, on en a besoin. Mais la chance qu'a le Suédois et qu'a le Français ou autre, c'est que s'il s'appelle Pierre, il sait d'où il vient. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il Bien connaît sûr. son histoire. Tu vois, le nom n'a peut-être pas de signification. Si tu te demandes ce que ça veut dire Pierre, il y en a peut-être une à l'époque des Gaulois et ils s'en rappellent plus, tu vois. Mais ils savent d'où il vient et d'où ils viennent. Et nous, le truc, c'est que ce pont-là, pour certains, il a été un peu brisé, tu vois. On a le nom de famille, on a le, mais très tôt en tout cas, t'as pas ce truc qui te marque où tu te dis, en fait, ce que tu veux, mon nom m'a forcé à aller plus loin que les religions qui sont en place en ce moment. Genre, chrétien, catholique, machin. Quand je te dis ma famille, c'est non, c'est avant ça, il y avait quoi? Tu vois, j'ai dû apprendre les royaumes africains très tôt, par cœur.
Et c'est ça que je suis en train d'essayer de dire, c'est que c'est le système, ma famille et l'éducation qu'on a, très tôt, ça a été sur la critique du système qui a été mis en place pendant la colonisation. Et après, la deuxième étape, ça a été d'aller chercher ce qu'il y avait avant la colonisation. La structure, les différents, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est un peu comme ça que, en fait, c'est ces informations-là qui m'ont donné cette protection qui fait que je sais qui je suis, Bien sûr. je sais d'où je viens et j'ai aucune honte de rien en fait. C'est-à-dire que on a une conversation, je sais d'où tu viens, je suis né ici, je comprends, et je sais aussi d'où je viens. Donc j'ai tes avantages et j'ai les Et les miens miens, c'est clair. parce que tu connais même pas les miens en fait, tu vois. Ouais, tu te fais surtout une idée très 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 fausse et très stéréotypée et très ouais, très fausse d'où je viens, parce qu'en fait ce que tu représentes en tant qu'homme noir, enfin il y a tous les stéréotypes, tous les biais Bien qui sûr, viennent avec, et donc du coup bien sûr. la personne est à côté de la plaque. Est-ce que, parce que du coup famille de 7 enfants, est-ce que tu considères que tout le monde a vécu finalement cet héritage de la même manière? Parce que c'est pas parce que vous avez... Non, Ouais, tu vois, on est d'accord. Donc, le résultat sur tes autres frères et sœurs sans forcément rentrer dans leur intimité, mais etc. Mais est-ce que tu sens quand même la différence? Parce que ça a un effet sur toi, mais ça n'a forcément pas exactement le même effet sur une autre personne, parce que les sensibilités, les énergies sont différentes. Du coup, qu'est-ce que ça donne de ton côté, toi, ça? bah, sincèrement, je peux même pas parler pour eux en fait. Mm. C'est-à-dire que j'aurais pas les mots pour exprimer la façon dont ils ont ressenti. J'en ai jamais parlé avec eux. Et je pense que tu viens d'apporter un bon sujet pour Noël. Donc c'est cool. Donc je sais pas du tout quel impact ça a sur les autres. Ah, je sais que je pense qu'ils pensent pareil que moi quand il s'agit du nom, de la protection du nom et parce qu'on en est tous très fiers, on est tous fiers de nos noms, tu vois. On n'a pas toujours, comme je te disais, quand on était vraiment tout petit, c'était un peu plus compliqué, mais euh, voilà. Mais après pour le reste, je peux pas vraiment en parler pour eux. Euh, je pense que ça sert à tout le monde, clairement. Et, euh, et je pense que ça sert à tout le monde, puisqu'on veut tous avoir des enfants. Et on sait déjà qu'on veut leur donner des noms. Là, mes grands frères, ils ont déjà commencé avec des noms. C'est même pas camerounais, mais c'est carrément des noms bassa. Donc, Mm. c'est vraiment important. Après, encore une fois, quand je te dis, je suis pas une exception. Dans ma famille, là, je t'ai parlé que de nous. Mes cousins, pareil, ils ont des noms vraiment Malawites, Bassa. En fait, je sais pas si tu, enfin, peut-être que tu sais, mais il y a dans les années 80, il y a eu tout un mouvement qui était un retour vers l'Afrique, qui a pas pris comme il prend maintenant, tu vois. Sauf qu'il y avait quand même plus de, quoique, il y avait beaucoup d'écrivains, etc. Et dans ce mouvement-là, il y avait vraiment un retour à retrouver nos noms, tu vois. Et du coup, moi, tous mes cousins, Ouais. Camerounais, Malawi, parce que j'ai des mix, ils ont tous des noms bassa, ou des noms bassa, ou des noms malawites, ou des. Tu sais, c'est assez ouf, et ça revient à ce que tu disais par rapport à la philosophie et ta compréhension du fait que deux choses peuvent exister. Enfin, une chose peut exister et avoir des significations complètement différentes. Ouais, Moi, tu vois, ce truc de retour aux sources, là, dans ma famille, ça a été l'assimilation. Et c'est pas un jugement de valeur, genre, ouais, vous avez voulu vous assimiler, c'est pas bien, etc. Je pense que c'est juste un mécanisme de survie qui a fonctionné, bon, voilà, tu vois. Mais c'est intéressant du coup d'avoir d'autres exemples parce que autour de moi, quand je regarde du coup des Bamileke première génération, euh, c'est beaucoup d'assimilation. J'ai pas d'exemple autour de moi de personnes qui ont ce côté affirmation ou stand out. mm, Et je trouve ça intéressant même pour les personnes qui écoutent parce que parfois on a l'impression que notre environnement c'est le seul qui existe et c'est ça qui nous empêche parfois d'évoluer, comme tu disais, la nécessité de voir d'autres exemples pour se dire, ah ok, notre inconscient il se dit, ah ok, c'est possible. mm, Et donc d'entendre ça aussi pour nous qui demain allons peut-être enfanter physiquement des enfants, de se dire qu'il y a quand même une importance et une charge au nom qu'on donne à nos enfants et également à toute la base de la culture familiale en fait mm, qui est essentielle, qui permet d'avoir une forme d'ancrage, des fondations, qui vont mm. faire que tu vas pas te sentir perdu et balloter entre plusieurs cultures en disant, mais moi, je sais pas vraiment qui je suis un peu un caméléon. Et en même temps,
c'est ok de vivre comme ça. Tu vois, moi, par exemple, je me suis considérée longtemps comme un caméléon, un peu ballotté. Et aujourd'hui, parce que je sais que c'est plus une tare, mais que c'est un super pouvoir, vu que je suis caméléon, je me mets dans tel environnement, je me fonds dans la masse. Je me mets dans tel environnement, je me fonds dans la masse. Mais en plus, maintenant, je connais ma valeur. Donc, du coup, je suis pas perdu. Je suis plus perdu. Mm. Mais par contre, ouais, tu passes par des... Des phases. laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ok. Attends, juste toi, Dis-moi. t'as fait L? Pas du tout. Ok, t'as ES, fait quoi comme étude? ES? ES, école de commerce. T'étais Ouais. quel genre d'étudiante? On va dire lycée. Ah, au lycée, je pense que j'étais une étudiante moyenne parce que ce que j'ai compris après quelques temps de thérapie, c'est que j'avais besoin justement de pas sortir du lot. Je sortais déjà du lot. Genre, lycée privé, catholique, je suis la seule noire, j'ai un nez plus gros, des lèvres plus grosses, des cuisses plus grosses que tout le monde. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y avait une volonté pour moi de dim my light, tu vois, d'être un petit peu plus dans la moyenne pour Hmm. ne pas stand out. Et, euh, et ce qui est très paradoxal parce que mes parents, mon père prône l'excellence. Donc j'ai essayé, tu vois, ballottement, genre je sais pas trop comment me positionner. Et c'est que récemment que je m'en suis rendu compte et que je me dis, bah en fait, non, on assume, on s'ancre. Et que je redeviens finalement une étudiante éternelle. C'est-à-dire que je me dis, bon, le lycée est passé, c'est pas grave, en fait, je continue d'apprendre, je continue d'essayer de me comprendre pour pouvoir mieux m'accepter, pour pouvoir mieux m'aimer, pour pouvoir mieux aimer le monde. C'est ça, Bien en sûr. fait, le truc. Mm. Putain, c'est fort. Ouais, de toute façon, on est dans un apprentissage constant. Ça, c'est Constant. constant. C'est clair. Je me permets d'interrompre ce podcast pour te parler du e-carnet initiatique Vibe avec ton enfant intérieur, tome 1. C'est officiel, il est sorti après quasiment 1 an et demi de syndrome de l'imposteur, de tendance trop perfectionniste. Je sors enfin le tome 1 du carnet Vibe avec ton enfant intérieur. Et le but de ce carnet, c'est vraiment de te permettre de réaliser une introspection en toute autonomie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi, tu vas juste suivre les steps que j'ai créés pour toi. Au programme, 4 chapitres, se comprendre, se rencontrer, se connecter et prendre soin. Et à chaque chapitre, je te donne des concepts, des rituels, des exercices d'introspection pour que tu puisses entamer toi-même ce processus de connexion avec ton enfant intérieur et te rendre compte finalement que c'est pas si complexe que ça. Alors bon, bien évidemment, il y a l'introspection un peu deep, tu commences à me connaître, mais c'est vraiment quelque chose d'accessible. Alors, ce carnet, il est disponible bien évidemment sur le site internet. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et une chose essentielle que je veux te partager, c'est que à chaque carnet acheté, j'ai choisi de suspendre un carnet que je vais ensuite offrir à une personne qui est dans le besoin. Alors ça peut être un étudiant, ça peut être une personne en situation de handicap, ça peut être un demandeur d'emploi. Bref, si tu souhaites bénéficier du carnet mais que tu n'as pas 33 euros, parce que oui c'est le prix du carnet, que tu n'as pas 33 euros à dépenser, parce que les temps sont durs ou peu importe la raison, dans ce cas-là, sur le site internet, tu peux me contacter directement et comme je te l'ai dit, à chaque carnet acheté, un autre est offert. C'est comme ça la solidarité et l'idée c'est vraiment de créer un cercle vertueux d'enfants intérieurs qui se guérissent et qui se partagent l'abondance entre nous, c'est vraiment essentiel. Donc rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur.world et va directement acheter ton carnet initiatique pour toi, pour ton enfant intérieur et également pour l'enfant intérieur que tu vas soigner et que tu vas guérir en offrant un carnet suspendu. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci pour ton attention et on retourne à l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, si on revient, on essaie de se remettre dans la période genre 0-14 ans, ou c'est quoi les choses que tu aimais faire quand tu étais enfant, qui te faisaient vraiment kiffer, des activités qui te faisaient perdre la notion du temps, tu vois, qui te faisaient être dans cet état de flow? Moi, j'adorais quand mes grands frères ou mes grandes sœurs me sortaient et aller manger, faire du roller, faire du skate, courir, rester dehors pendant je sais pas combien de temps. J'ai eu la chance j'ai été élevé dans le 13e arrondissement. Donc on était dans une tour qui s'appelle la tour Tokyo. Et donc en fait, j'habitais au 25e étage. Donc c'est une grande tour, 30 étages, plein d'enfants dedans. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir mes potes qui habitaient tous dans le même immeuble, donc j'allais d'un étage à un autre. Et il y avait plein de cultures différentes. J'ai des potes qui sont gabonais, vietnamiens. J'ai des potes qui Waouh! sont cambodgiens, bien évidemment des Français. Il y avait des Ivoiriens. Enfin, il y avait vraiment de tout dans le même immeuble. Ce qui fait que c'était un gros mix et on allait chacun chez les autres, on mangeait archi bien. Après, on sortait pendant des Hmm. heures. Ouais, c'est mes meilleurs moments. Franchement, j'adorais ça. Faire des aventures, juste partir à l'aventure. En fait, c'était
je pense que c'était vraiment cette idée de découverte qui me plaisait. Et je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que ce soit avec mes frères qui m'emmenaient plus loin parce on était accompagnés, ou qu'on soit entre potes, en fait, à chaque fois qu'on partait, on essayait d'aller un peu plus loin et on revenait. Un peu Mmh. plus loin et revenait. Et ce côté un peu découverte, curiosité de ce qu'on allait voir et ce qu'on allait découvrir pendant les vacances, c'était trop, c'était top. Ça, et j'aime bien aller chez les cousins aussi manger tout ça. La nourriture au La centre, quoi. nourriture au centre. Donc on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui tu sortes toutes les 2 secondes des nouvelles marques de bouffe. Ne soyons pas étonnés, ça c'est clair. J'aime beaucoup, beaucoup la bouffe. Ah oh tiens, avant de partir sur la question à laquelle je pensais, mais tu parlais de nourriture. Est-ce que tu as identifié, avec le recul, euh, l- les langages de l'amour de ton enfant intérieur? Comment est-ce que t'aimais être aimé quand t'étais enfant? Et peut-être que c'est toujours la même chose aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est toujours la même chose pour moi aujourd'hui. J'ai, je, en fait, j'en ai vraiment rien à faire de l'objet, mais à un point où j'ai dû apprendre à aimer pour faire plaisir aux gens. Mais en fait, m'offrir un cadeau, ça ne me faisait strictement rien pendant très longtemps. Je pense que c'est parce que c'est dû aussi à mon éducation, c'est que très 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 tôt, Noël, j'ai compris que l'importance pour moi à Noël, par exemple, c'était d'être avec les membres de ma famille et de manger et de kiffer et de rigoler. Et en fait, quand j'avais un cadeau, waouh, trop bien, mais on y joue un petit peu et vas-y, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Jouer à des jeux, etc. Et ça, c'était tellement précieux pour moi, ça a toujours été archi précieux pour moi. Et ça a continué à se manifester tout au long de mon enfance parce que je voyais que les autres avaient des jouets, mais ils nous enviaient sur la relation qu'on avait entre nous. Waouh. Genre vraiment, putain, entre frères, vous vous entendez trop bien, etc. Et tu sais, on s'en fait pas de cadeau, on s'en fout de tout ça. C'est juste, on s'appelle, hey, vas-y, tu veux aller boire un verre, vas-y. T'es mon frère, je te respecte comme mon frère, t'es ma sœur, je te respecte comme ma sœur, mais t'es aussi un être humain à Hmm. qui je veux donner de l'amour. T'es aussi une amie, un ami, enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça a vraiment été un truc dans mon langage d'amour. Donc, il y a les mots d'affirmation, d'encouragement, qui sont archi importants pour moi. Tu as, comment dire, juste l'expérience. Hmm. Moi, je m'en fous des cadeaux, mais vivre une expérience qui peut être assez conne, hein, ça peut être, viens, on va se balader. Je kiffe 1000 fois plus que tu m'offres un collier. J'en ai rien à battre du collier. Vraiment, c'est. Et je l'ai appris dans mes relations aussi amoureuses, parce que tout est lié. Bien sûr. Et j'ai dû apprendre aussi, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai appris tard, que mon langage amoureux n'est pas celui de l'autre, et que lui donner l'amour comme j'aime le recevoir, ça veut, enfin, tu vois, ça veut pas dire que la personne va le recevoir de la même façon. Tu dois écouter la personne et lui donner ce qu'elle a envie d'avoir, Est-ce que et tu peux vice versa. répéter, s'il te plaît, parce que ce que tu dis là, c'est genre essentiel. J'ai l'impression que c'est le B et A bas des relations, hein, même pas des relations amoureuses, des Ouais. relations. Genre, est-ce que tu peux répéter pour marquer l'importance de ça, s'il te plaît? Ouais, donc, bah, je disais juste que j'ai compris tard, mais j'ai compris que chacun a son langage amoureux. Et en fait, le vrai respect de l'autre, c'est d'écouter son partenaire ou sa partenaire et de lui donner le langage amoureux dont elle a besoin ou dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir. Et vice versa. Et ça, c'est vraiment la clé. Après, ça reste par la communication aussi, c'est important. Mais ouais, clairement, ça joue. Et après, c'est à toi de voir si ça te correspond pas, tu Exactement. vois. Et aussi, souvent, ce que j'apprends, c'est que les langages amoureux sont liés à notre enfance, dans beaucoup de cas. Et donc, par exemple, j'ai appris que les gens qui ont besoin de beaucoup de cadeaux, souvent, c'est parce qu'en fait, les parents n'avaient pas le temps. Et pour remplacer ce qui est plus cher, hein, c'est pour ça que je suis très, très, très admiratif de ma mère et de mes parents en général, mais de ma mère et de ce qu'elle a donné, et de mes frères et mes sœurs, parce qu'ils m'ont donné du temps. Il n'y a pas plus Hmm. cher que le temps. Tout le reste, tu peux l'acheter. Le temps, il ne s'achète pas. En tant qu'humain, là, ici, là, tu peux gagner du temps. Ça, tu peux l'acheter en ayant quelqu'un qui fasse le travail pour toi.
Mais après, quand quelqu'un fait le travail pour toi et que ce travail, c'est d'être auprès des tiens, en fait, t'es pas en train de gagner du temps. Tu es en Bien train sûr. d'en perdre, tu vois. Et du coup, ouais, beaucoup de gens qui aiment beaucoup les objets. Moi, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Souvent, il y a un manque quelque part. Pas tout le Ouais, temps, hein, mais bien souvent, il y sûr. a un manque quelque part. Et puis aussi, tu sais, on est dans, dans la culture, je trouve, et je vais généraliser, hein, afrodescendante, gros stéréotype. Euh, Tu vois, toi, tu parlais de mots d'affirmation. Euh, j'ai pas le sentiment, et encore, ça c'est vraiment lié à mon environnement proche, donc peut-être que je me trompe pour d'autres personnes, que nos parents, c'était la manière dont ils savaient exprimer l'amour, tu vois. Et justement, parfois, et là je parle de mon cas personnel, le cadeau, c'est une manière de te dire je t'aime. Le fait qu'il y ait juste à manger sur la table, que tu aies un toit sur la tête, etc., c'est une manière de te dire je t'aime. Euh, Est-ce que toi, du coup, parce que tu as dit le temps passé, donc c'était parce que vous étiez aussi nombreux, est-ce que c'était lié uniquement, est-ce que c'était du fait de ta mère, genre le temps qu'elle te donnait également, ou c'est du coup la communauté qui faisait également que tu avais ce rapport avec les expériences et le temps passé de manière générale? Ah, c'est ma mère, c'est mes sœurs, c'est mes frères, c'est la Mm. communauté, c'est la tribu. Ma tante, mes cousins, c'est vraiment la tribu qui a fait ça. Ma mère était infirmière, donc tu vois, elle faisait beaucoup d'heures, travaillait le soir et tout. Donc il y a eu d'autres personnes aussi pour venir l'appuyer, tu vois. Donc mes grandes sœurs, euh, mes grands frères. Euh, et, euh, et il y a toujours eu une transparence sur la réalité de tout. Les finances, en ce moment ça va bien, en ce moment ça va pas trop bien. Et tout ça. Et en fait, donc du coup, ça a jamais été plus important que l'essence. C'est-à-dire que très tôt, j'ai pu sentir l'essence même de ce qui compte. Et pour moi, ce qui a toujours. Donc oui, bien sûr, avoir un toit et avoir une nourriture à manger, pour moi, c'était un cadeau, tu vois. Mais le cadeau des cadeaux, c'était vraiment de passer du temps ensemble, parce que c'est ça qui était plus truc. Vraiment, il y a des moments, hein, quand on nous a offert des cadeaux, on ne s'attendait pas. Donc là, je me rappellerai toujours, à un Noël, on a eu la Dreamcast. Franchement, La on avait quoi? tellement la Dreamcast. C'est quoi la Dreamcast? Ouais, c'était un concurrent de la PlayStation à Ah, l'époque. ok. Ok. Et la console venait juste de sortir. Nous, on Ok. s'en foutait des cadeaux et on pensait vraiment pas qu'on allait avoir un cadeau en vrai, tu vois. Euh, et boum, il y a une Dreamcast la Dreamcast et tout, et on a pété un câble pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, je me rappelle de ça, mais en dehors de ça, on a eu des cadeaux et tout, comme tout le monde, mais c'était vraiment genre voir comment, comment dire, les parents étaient en cuisine en train de faire les bananes plantains. T'as tout le monde qui commence à bouger de partout, s'affairer de partout. T'as le poisson noir, t'as tous les trucs qui sont en train de préparer, le temps que ça prend. Tout ça pour que les enfants passent un bon moment. C'est un truc que je pouvais me poser comme ça et voir toutes ces scènes-là et me dire, waouh, tu vois, elles sont en train de se prendre la tête pour nous. Et sachant que je voyais, j'étais témoin des heures passées au travail de ma mère le soir, pas le temps de dormir, enfin, tu vois. Et donc, non, j'étais admiratif. Et tout ce que je voulais, c'est le temps, tu vois. Et aussi les encouragements. Et ça, c'est un truc que je veux dire, c'est que les parents apprennent avec le temps. Nous, on était nombreux, donc il y avait plusieurs générations. Et tu vois, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as mental health, c'est un vrai sujet. La santé mentale, du coup, c'est un vrai sujet. Et tu peux avoir des conversations transgénérationnelles sur ce genre de sujet-là. Nos parents, il y avait personne pour leur. Il y avait des psys, mais c'était pas accessible comme ça. Tu vois, il y avait personne pour vraiment leur dire, voilà, ça c'est toxique, ça c'est positif, ça c'est Ouais, ça. Et tu vois, il y a toujours de la toxicité dans nos parents, ça c'est. bien sûr. Tu vois, et du coup, euh, tu vois, la façon dont j'ai vécu mon enfance, c'est pas forcément la même façon dont tout le monde a vécu l'enfance dans ma famille, tu vois. Mhm. Ouais, c'est Mais ça. c'est un truc qui se travaille avec le temps et il faut se donner du. Il faut se donner de la grâce, en fait, et se dire que oui, tu vois, c'était pas parfait. En fait, quand t'es parent, t'es pas parfait.
Et quand tu seras parent, tu seras pas parfait non plus, tu Bien sûr. vois. Et c'est Ouais, ok. tu sais, le travail sur l'enfant intérieur, c'est l'idée vraiment de devenir l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais Hmm. enfant. Parce que même dans les enfances les plus heureuses, enfin, un adulte n'est pas en mesure de répondre à chaque besoin Impossible. d'un enfant. C'est impossible, tu vois. Et donc, en devenant l'adulte dont tu aurais eu besoin, à la fois, déjà, j'allais dire, cut some slack, tu lâches la grappe un peu à tes parents, genre, ouais, vous auriez dû, vous avez pas, Ouais. hein. Là, tu te Et rends compte de ce tu, que c'est vraiment. Exactement. Et tu les remets dans une position d'adultes qu'ils sont eux-mêmes. Et pas, ils Hmm. sont pas juste tes parents, ils sont adultes. Et donc, quand tu as capté qu'en en fait, dans les adultes, c'est juste des enfants, des corps d'adultes, mais des enfants à l'intérieur, tu te rends compte qu'en fait, parfois, tu as affaire non pas à des adultes, mais vraiment littéralement des enfants qui Hmm. n'ont eux-mêmes pas fait leur propre travail parce que c'était pas leur priorité, parce que Bien bah, voilà, sûr. etc. Donc du coup, c'est l'idée de reprendre ses responsabilités. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça le travail. C'est reprendre ses responsabilités, arrêter de... Bien sûr, il y a un temps où tu as le droit de te plaindre, de faire le deuil, etc. Mais une fois que tu as switché, c'est genre, OK, what's next? OK, C'est it ça. happens to me, it happens for me. OK. Du coup, tout ce qui s'est passé là, si j'arrive à le transmuter, ça peut devenir mon plus beau cadeau finalement. Ça peut Ouais. devenir quelque chose qui va faire que je suis unique, que j'ai un ancrage spécial. Et c'est aussi parfois un moyen pour moi de casser des cycles qui se répètent de génération en génération. Ouais. Parce que là, on parle des choses positives et du fait que, ben voilà, grande famille et du temps passé, etc. Mais on sait très bien que dans toutes les familles, il y a du trauma, Bien sûr. de manière générale. Il y a le Bien sûr. trauma lié à la famille, il y a le trauma lié à l'histoire. Les bah Bien ça, je sûr. pense que vous avez aussi un peu morflé, un petit peu, comme Beaucoup. ça. Beaucoup, Voilà. beaucoup. Donc, du coup, tout ça, c'est des choses qu'on a en nous, même si on n'a pas vécu les traumas en question. On les a en Ouais. nous par l'épigénétique dont on parlait tout à l'heure, à savoir la transformation de notre ADN. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être né à Paris dans les années 80, 90, 2000 et toujours avoir des comportements qui sont issus d'un traumatisme que tes parents et tes arrière-grands-parents ont vécu lors de la décolonisation ou je ne sais quelle guerre, 40, 50, 60, 100, 120, Non, tu mais vois, c'est clair. 200 ans avant. C'est Et clair. c'est hyper essentiel, justement, devenant l'adulte dont tu aurais besoin, de capter que tu es issu de tes parents, mais pas que, tu vois. C'est clair. Et l'objectif, enfin, je pense que l'impact, il est à tous les niveaux. J'ai envie de dire, horizontal et vertical. Exactement. Donc, bien sûr, il y a les parents et bien sûr, il y a la société aussi qui joue. Et euh, je pense que pour beaucoup, la fracture se fait quand tu dois te redéfinir dans ta famille parce que justement, il y a un trauma. Euh, et ensuite, tu dois te redéfinir dans ta famille et en même temps, tu dois te redéfinir à l'extérieur. Parce que, par exemple, ça peut être un cas comme le tien où tu te retrouves dans une école catho et que tu es la seule fille noire, par exemple, et tu dois te définir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être différent? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être différent et en même temps, tu veux être assimilé, en même temps, tu vois? Et donc, tout ça a tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui le vivent de façon différente. Ils le vivent à l'heure digitale. La chance qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup plus d'informations disponibles et tu as beaucoup plus d'exemples, en fait, de ce que ça peut vouloir dire la vie d'ici. Et c'est marrant parce que je pense qu'on se tape souvent dessus, et on ne se rend pas compte du changement. Je pense que pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont très fiers d'être africains en réalité. J'entends très peu d'Africains qui ne sont pas fiers d'être africains. Et pourtant, c'est des trucs que j'entendais quand j'étais beaucoup plus jeune, d'adultes, tu vois, D'accord, ok. on va dire, qui étaient vraiment à fond dans l'assimilation pure, tu vois, et pas Hmm, forcément nécessaire. T'es pas obligé de le faire pour tout et pour rien, enfin, tu vois. Alors que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, pour ceux que je vois ou quand je vois sur Internet, il y a cette appropriation de sa culture d'origine qui est en réalité une force. Tu vois, regarde, quand tu regardes la musique, quand tu regardes les jeunes, même quand ils font leur danse, ils savent très bien d'où ça vient, tu vois. Ils sont fiers de dire, ok, bah moi je suis ivoirien, je suis libanais, je suis un tel, tu vois. On n'est pas les seuls à avoir ces problématiques-là en réalité, tu bien vois. sûr. Mais cette fierté de savoir d'où tu viens ne vient pas détruire quoi que ce soit sur ce que tu es ici, en réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a ce problème des fois mental pour les gens, ils se disent, ouais, mais pourquoi tu t'affirmes trop en tant que malien, pourquoi tu t'affirmes, tu vois? Et en fait, non, c'est pas trop, en fait. Ça fait aussi partie de moi. En fait, quand je rentre à la maison, on parle bassa.
tu vois, t'entends la langue bassa ou t'entends, je sais pas moi, le soniké et autres, tu vois, ça fait partie de moi. Et il y a plein d'avantages à ça. L'un des avantages, c'est que pour beaucoup, vous entendiez que le français de zéro à partir du moment où vous avez appris l'anglais. Et pour la plupart d'entre nous, on entend déjà 2 langues, des fois 3 langues, tu vois. Moi, ma mère et ma tante, elles parlent Douala et Bassa Ouais. et français. Donc, t'entends tout ça depuis que tu es petit, tu vois. Et donc, les langues, c'est une facilité. Il y a plein de choses qui deviennent des facilités. Il y a beaucoup d'avantages, en réalité. En fait, il y a plus d'avantages que des désavantages à être quelqu'un euh, qui, euh, qui déménage, migre, appelle ça comme tu veux, dans un autre pays. En réalité, t'as ce pouvoir que, pour moi, c'est un pouvoir d'adaptabilité. C'est pas de l'assimilation, parce que je considère que t'as pas à t'assimiler. Tu es là pour apporter une valeur ajoutée. Pourquoi tu vas t'assimiler? Ça n'a aucun sens. Par contre, s'adapter et faire comme les gens de Rome, comme on dit quand on est à Rome, fait comme les gens de Rome, ça c'est cool. C'est-à-dire que je vais faire comme vous et je vais apporter ma touche. Ouais. Tu vois? Mais n'oublie pas une chose quand même, par contre, c'est que tu pars, toi, d'une posture où tu n'as pas douté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le prisme que tu adoptes, et je trouve qu'il est absolument, genre, enfin, c'est the way to go, je pense. Mm. Et en même temps, il est facile de le verbaliser parce que tu as ta fondation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Que je t'es sais pas d'où je dans... viens. Tu vois? Et donc, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là où on se dit que ça, c'est simple de le faire, Mm. pour d'autres, c'est une question même de survie. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément encore les bases et l'assimilation, justement, peut être assimilée au seul moyen de survie. Parce que l'ancrage n'est pas suffisamment fort ou parce qu'il a été détruit par du traumatisme qui t'empêche de te dire, OK, je suis en sécurité, donc du coup, je vais être en mesure de... Non. Quand tu es dans la survie, you have no time. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais je trouve ça, parce que vraiment, encore une fois, 4000% derrière toi, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir des personnes qui... Parce que souvent, chemin qu'on a, c'est genre... le schéma qu'on a, c'est genre... Ouais, en fait, ça a été une galère. Donc, soit tes parents, ils sont arrivés, ils ont galéré. Soit ils ont galéré, pas, ça peut être financièrement, ça peut être psychologiquement, parce on en parle que très peu. La migration, oui, c'est une belle chose. Mais la plupart du temps, c'est un déchirement, même quand elle est voulue, même quand elle est faite dans des bonnes conditions. Quand tu prends un ado de 14 ans et tu lui dis, OK, là, tu es au Cameroun ou au Mali ou truc, et demain, tu vas en France, même il n'est pas sur un bateau en train de traverser la mer, c'est quand même super violent. Tu vois, c'est quand même une déchirure. Non, mais c'est Euh, clair. Mais je pense que c'est la même déchirure que quand, et après, pour l'avoir vécu, hein, quand tu mm, as 15-16 ans et qu'on te dit, vas-y, tu vas partir vivre aux États-Unis, tu vois. exactement, bien Et pourtant, sûr, j'étais en France, tu vois. bien sûr, bien Une sûr, nouvelle culture, une nouvelle langue. c'est clair. Mais je vais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure Vas-y. qui est euh, intéressant. Je pense que ça va être une perspective différente. C'est vrai que du coup, j'ai été avec beaucoup de femmes américaines, tu vois, aussi. Bah, du coup, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et donc, noires, bien sûr, afro-américaines. Et en les côtoyant, je me suis rendu compte de la grande différence et la grande chance qu'on avait euh, nous, à savoir d'où on vient. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément le nom, on sait C'est d'où on clair. vient. Et en fait, on voit l'impact Mhm, que ça a créé sur les Afro-Américains mhm, et qui sont en train et c'est pour ça qu'ils se battent comme ils se battent, c'est que ils sont constamment en train de se chercher à travers différents moyens qu'on connaît, toi, 23andMe et tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, et c'est pour ça que tu sais, souvent, tout est lié à qui tu es, je suis noir, tu vois, ils vont te dire. Et tu vois, ça me définit, tu vois. Et en réalité, c'est parce qu'on a tellement tout détruit là-bas que que tu sois, j'en sais rien moi, éthiopien ou autre, tu vois, hey, tout ça, t'oublies, ta langue, t'oublies, on te rase les cheveux, au machin, 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 on te met 100 ans à plus savoir où tu viens, tu parles plus ta langue, t'as plus le droit, qu'aujourd'hui, ils savent pas du tout d'où ils viennent. Et tu vois le trauma, parce qu'ils ont dû créer une propre culture, que eux-mêmes ont appelée la culture black, la culture noire, qui reprend plein plein de choses, et c'est vraiment une culture, et c'est comme ça qu'ils s'identifient, tu vois. Et je me rappelle, la première fois, elle me dit, ouais, toi, t'es quoi, tes trucs? Je lui dis, bah, moi, je suis camerounais, tu vois. mhm. Hein? Non, t'es noir. Je Oh, dis, moi, waouh! je dis,
Oui, je suis noir, c'est ma couleur de peau. Ouais, Mais je mais suis c'est pas mon camerounais. Genre, yes. tu vois, ma culture, c'est la culture camerounaise. Genre, à côté, tu as la culture, par exemple, malienne. Tu vois le délire? Tu vois, j'essaie de leur Mmh. expliquer. Hein? Mais en fait, tu Et vois, je leur disais, mais c'est. Et ça, c'était vraiment, j'étais au lycée, donc faut comprendre pour mmh. les gens qui nous écoutent, c'était en 2002, 2003, tu vois. Ça a vraiment changé depuis. Même quoi que, tu vois, mais ça a quand même pas mal changé. Mais dans l'idée, en fait, tu as toute une partie des Afro-Américains, vraiment, je te parle de ceux qui sont vraiment Afro-Américains, ça fait 100 ans que leurs ancêtres sont là, qui n'avaient pas d'autre repère que les restes de la culture culinaire qui prend le gombo et tout le reste, et ils ont fait leur propre truc, quand tu vas à la Nouvelle-Orléans, par exemple. La couleur de peau qui les lie tous entre eux, parce qu'ils avaient besoin d'un truc fort, qui fasse qu'on est liés, en fait. Ça, c'est notre démoniteur commun. On a la même couleur de peau. Et la langue, tu vois, ils ont créé leur slang, leur truc, etc. Et le chant, bien évidemment, qui a été aussi un gros démoniteur commun. Et ça, plus d'autres choses que je nomme pas, mais qui ont fait que ça, c'est notre culture. Et moi, quand je suis arrivé là-bas et que je venais avec mon point de vue, ils étaient là, mais toi, t'es un vendu, Fou? quoi. T'es qui, c'est quoi ton Ouais. truc? Et mais maintenant, quand j'ai des conversations, parce que en tant qu'adulte et qu'ils sont adultes et qu'on en parle, ils se rendent compte à quel point on leur a volé tout un pan de leur vie. Il ne faut pas oublier que quelle que soit la civilisation, l'une des forces de la civilisation chinoise et de l'Empire, après les guerres, ça a été de dire pour eux de dire, hey, on va devoir, pour se reconstruire, revenir à notre histoire de base, reconstruire notre empire. On a fermé le pays et on a vendu l'empire, on a vendu ce qu'on était, on a vendu les dynasties. Genre, voilà qui nous sommes, voilà sur quoi nous reposons, voilà notre histoire. Et les Français le font H24. Napoléon, dès qu'il y a un problème ou quoi, nous sommes les machins de Napoléon. Et regarde, la preuve, c'est que maintenant, dès qu'il y a un moment un peu de guerre ou compliqué, difficile, stratégiquement, les politiques vont chercher qui? De Gaulle ou l'homme fort de l'armée de l'époque. Reposer sur l'historique. C'est l'historique qui te fait voilà qui je suis, voilà qui nous sommes. Soyez fiers, chers Français, soyez fiers, citoyens chinois, soyez fiers, citoyens anglais. Et ce truc-là, on nous l'a défoncé, tu vois. Et aujourd'hui, à travers la diaspora et à travers surtout le travail qui est fait sur place en Afrique et dans plein de pays, il ne faut pas oublier que dans plein de pays d'Afrique, il ne faut pas oublier que tu as des hommes et des femmes qui écrivent des bouquins, qui se battent pour faire en sorte que tous les dogmes culturels restent, tu vois. Mmh. Je vais pas aller trop loin parce que je peux, en fait, comme c'est vraiment On est au derrière cœur chez du moi, cœur. mais en gros, tu vois, même au niveau médical, tu vois, aujourd'hui, la structure médicale qu'on a en Europe et en Occident, elle est basée sur des médicaments qui sont basés sur un chouïa de plantes. Ensuite, on prend la molécule et on crée nos trucs. Tu vois. Et nous, on a encore la capacité, l'opportunité euh, de continuer à utiliser les plantes telles qu'elles sont, qui sont encore plus efficaces, et en fait de créer, si tu veux, un système médical autour de ça, archi structuré. Tu vois, moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est demain, si j'étais en Afrique, ce serait, et n'importe quel pays hein, d'Afrique, ce serait vraiment d'aller et de créer un système médical, si on m'en donnait le pouvoir, bien évidemment, un système médical qui serait avec les médicaments qu'on connaît aujourd'hui, mais appuyé à ça, un système médical qui est aussi sur celui des plantes. Et on revient, il y a tellement de plantes qui n'ont pas été étudiées encore sur le continent africain, et on reviendrait à ce travail, il y aura un investissement à ce niveau-là, sur les plantes, sur les origines, sur les impacts, avec des recherches, etc., pour qu'on puisse s'appuyer sur les deux. Parce que je pense qu'il y a une grosse partie de la médecine qui peut être en réalité de la médecine naturelle. On le sait Bien déjà, sûr, on bien le sûr. voit, on le sait aussi ici. C'est les économies d'échelle qui font que, en vrai. Mmh. Là, ce que tu viens de nous donner, là, ce preach, c'est toi, enfant? Genre, quand tu étais passionné par quelque chose et que tu lisais un bouquin et que tu étais convaincu, c'était comme ça que tu le vivais? Ouais, sûrement. Ouais. Et après on avait plein de conversations à la maison. Donc, Ouais. quand quelqu'un lit quelque chose, ça s'enchaîne sur des conversations, des pourquoi pas, et ouais.
Ouais, Non, c'est mais comme c'est ça. beau à voir. Franchement, je voyais un petit garçon qui me parlait, je me disais, ah ouais, Ouais, ok. ouais, Non, c'est ouais. hyper Mais intéressant, sûrement, ok. sûrement, oui. Très passionné, très passionné. Ouais, très passionné. Et justement, pour parler de la passion, tu parles, au début du podcast, tu as parlé du fait que tu as été sensible, tu as parlé d'empathie et Mm, du fait que tu avais a priori pas, jamais eu de soucis par rapport à ça. Ce qui mm. m'a encore une fois étonnée parce que je me suis dit, putain, mais en fait, ok, ça existe des hommes noirs qui n'ont pas de problème avec leurs émotions, yes. Bon, il y en a. J'arrête Ouais, il y en de a hate. plein, je Il y en pense. a de plus en plus, j'en rencontre de plus en plus. Mais du coup, dans quelle mesure est-ce que ton éducation t'a permis justement d'embrasser ces émotions. Parce que les émotions, c'est les émotions de passion. Enfin, tu vois, là, tu vois un truc, c'est passionné, tu vas rigoler, les émotions, on va dire, dites positives, même s'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Et puis, il y a les émotions qui sont un peu plus lourdes, qui sont des émotions un peu plus, ouais, pesantes. Donc, la tristesse, notamment, la frustration, la colère. On vous l'autorise généralement chez les hommes, la tristesse un peu moins la plupart du temps. Mm. Comment est-ce que c'était pour toi quand tu étais enfant, ça? Euh, Ça dépendait, mais on va dire que la communication, ça joue un rôle super important. Euh, j'ai toujours pu m'exprimer. J'ai toujours eu la place pour m'exprimer. On m'a jamais trop dit ferme ta bouche ou ferme-la. Genre, les gros mots, c'était interdit à la maison, hein. Donc, déjà, de base, voilà. Et ferme ta bouche, c'était un gros mot. Ok. Et donc, non, je pouvais parler avec mon frère si j'en avais besoin. Je pouvais poser une question à mon grand frère si j'avais besoin. La transparence a été importante. Comme je disais, à partir du moment où tu as des gens qui sont transparents sur l'argent, il n'y a pas d'argent en ce moment, tu peux être transparent sur le reste, tu vois. Donc, je pense qu'au niveau de ma vulnérabilité, peut-être qu'il y a de temps en temps où je ne pouvais pas le montrer, mais c'était plus parce que c'était nécessaire pour que tout aille bien, tu vois. Dans quel Donc, sens? bah, des fois, c'est pas forcément un bon exemple, mais on va dire que des fois, quand une situation est compliquée, t'as pas envie d'être le problème de plus. Et donc, c'est pas maintenant que tu vas t'exprimer sur le sujet et vous faites tous bloc et plus tard, tu peux en parler, tu vois. Euh, et je pense que je considère que j'ai pas eu de problème avec mes émotions ou exprimer mes émotions parce que je l'ai jamais vu comme un problème, genre de le faire au bon moment, on va dire. Et attends, maintenant que je dis ça, je me rappelle d'un truc. Bon, il faut que je rectifie un petit peu parce que je viens de me rappeler que quand j'étais petit, j'étais quand même très très agité, hein. D'accord, ok. Donc c'était aussi une façon d'exprimer des émotions. Bien sûr. J'étais quand même très bagarreur. Ok. Et je me suis calmé après parce que ma mère m'a mis au karaté et je me battais contre Et des ça adultes. te canalisait, ouais, bien sûr. Ouais, ça m'a bien canalisé. Et je pense que c'était aussi une façon de pas mal d'exprimer mes émotions. Mais Mais c'était aussi, enfin, excuse-moi, est-ce que ouais. cette forme de curiosité, cette soif intellectuelle, est-ce que finalement, c'est juste une énergie qui s'exprime d'une autre manière? C'est-à-dire qu'à la fois, tu as la soif de connaissance et à la fois, tu as aussi le corps qui a besoin tu vois? Est-ce que c'était la même énergie finalement? Alors, je pense que j'avais plus d'énergie physique Physique, ok. que intellectuelle. Euh, Mes frères, s'ils écoutent ce podcast, riront. On veut spill the tea. Non, parce que j'avais des vieilles notes en maths, tout ça. J'aimais bien, Ah, j'étais très culture générale, c'est un truc qui m'a toujours intéressé et apprendre en général, mais j'ai jamais vraiment trop aimé le format école. Comme ça, mhm. j'étais un élève moyen, tu vois, j'étais un élève Ouais. moyen. Toujours au-dessus de la moyenne, mais pile pile. Donc, ouais, sauf intellectuel, ça va les faire rire. Je suis beaucoup plus intéressé maintenant depuis genre 10 ans où là, je lis beaucoup plus et tout ça que quand j'étais à l'école, tu vois. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as la liberté de faire exactement ce que tu veux. Est-ce que c'est ça Ouais, aussi? je Ou pense. Et quels sont puis, expliqués? je pense que comme j'étais habitué quand même même si je lisais peu, je pense que je lisais quand même pas mal. Et j'étais habitué à nourrir mon cerveau. Et il y a une Hmm. période où je devais travailler en tant qu'étudiant et faire de l'argent. Et ça m'a vraiment, vraiment manqué. Et je me suis rendu compte Hmm. que non, c'était vraiment un besoin pour moi de rester alerte, tu vois, alerte Hmm. de ce qui se passe et tout. Et, euh, et Tu voilà, parlais, ouais. Tu parlais du ouais, fait que tu étais agité, ouais, ouais, que j'étais un peu le agité. Donc, karaté. en termes de communication, franchement, je dirais que, il y a eu un mix, il y a eu un mouvement qui s'est fait, et c'est grâce au sport que j'ai pu aussi m'apaiser physiquement et être plus dans la conversation et dans l'écoute. J'ai eu des conversations vraiment cool. Par exemple, j'ai eu une conversation avec ma cousine, je me rappellerai toujours. C'était pour ma relation avec Dicom, mon frère, où tu vois, on était vraiment tout le temps ensemble.
Et elle m'a dit un truc, elle me dit: «Ah, tu sais, Dicom, c'est ton frère, mais c'est aussi ton ami», tu vois? C'est aussi ton ami et du coup, heu, tu peux lui parler, mais ne lui impose pas de choses, tu vois, ne mets pas ton empreinte. Tu sais comment des fois, grand frère, tu mets Mhm. ton empreinte sur quelqu'un et il te suit pendant très longtemps? Il m'a dit: «Ne le fais pas», elle m'a dit: «Ne fais pas ça, juste laisse-le être Être. qui il veut être», tu vois? Hmm. Et surtout sois à l'écoute. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. C'est que je suis passé de quelqu'un qui parlait à quelqu'un qui était à l'écoute d'abord. Et ça m'a aidé sur trop de trucs. Analyser les gens, c'est mon truc préféré. Parce que je vais d'abord Mhm. te laisser parler, beaucoup Exactement. parler. Et ensuite Mhm. on verra, tu vois. Mais ça, c'est une chose. Un truc que tu as dit juste tout à l'heure sur les hommes noirs et la communication. J'irai plus loin, j'irai les hommes et la communication. Ouais, bien sûr. Parce que je pense vraiment que c'est quand on parle entre amis, quelle que soit la couleur, c'est le même problème. Donc ça voit que le dénominateur, pour le coup, c'est pas la couleur, mais c'est vraiment, euh, je pense, l'écoute. Il y a deux choses, c'est que la société nous a habitués à certaines choses et qu'on soit euh, femme ou homme, on attend de l'autre ce qu'on attend de soi-même et ce qui crée des fois cette mauvaise communication qui fait que, effectivement, je pense que tu l'as dit un peu au tout début quand tu as fait l'introduction sur le podcast, c'est que être euh, perdant, être triste, pleurer, tout ça, c'est c'est pas dit, mais c'est quasi interdit. Et quand tu vois, euh, quand par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de filles, adolescentes, puis femmes, qui se disent: «Ouais, mais il avait le droit de ci, ça». Oui, et toi, tu avais le droit de ci, ça. C'est juste que tout. Moi, je pense que si en tant qu'homme, on avait beaucoup plus d'empathie, et si en tant que femme, on avait plus d'empathie, même si on est dans un monde patriarcal, on s'entendrait beaucoup mieux. Dans le sens où euh, euh, le droit de pleurer, on l'avait pas. On l'a eu vite fait, et très rapidement, c'est tu pleures plus. Tu pleures plus. Hmm. Moi, j'aime bien, j'adore, j'entends, tu vois, souvent les filles entre vous, quand il y a comment dire, un break-up ou comment dire, quand il y a une séparation, vous vous appelez. Ah, blibla, babli, vous vous réconfortez, vous allez faire des thés, vous allez faire, je sais pas, tu vois, ce que vous pouvez faire en termes d'activité. Nous, il n'y a pas ça, tu vois, mais c'est parce que ça n'a pas, tu vois, ça a pas été, ça commence seulement maintenant, tu vois. On va s'appeler, comment tu vas, ça va? Bon, Ça va, bro? Ouais. ouais, grave, bon, vas-y, t'as capté, et sa façon de truc, c'est raconter un peu l'histoire et puis Ouais. basta, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de choses, en fait, je pense que, parce que là, c'est logique, que la gente féminine ne voit pas sur ce qu'est la réalité, en fait, en termes Clairement. émotionnels Clairement. de la Clairement. gente masculine. Et vice-versa, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une. Vraiment, si ça pouvait être analysé, ce que vous pensez comparé à la réalité Mhm. de ce qui est vécu, et on va commencer tôt. Même pour un jeune garçon, hein, vraiment. Tôt, tu parlais des 8 ans, 14 ans. La, la- c'est deux mondes, tu vois. Je pense qu'il y a C'est clair. vraiment une dissonance entre ce truc-là et ce qui fait qu'en réalité, tu te retrouves dans des situations où, euh, comme on dit, et personne n'est, je sais pas, en tout cas chez les hommes, je sais que personne n'était surpris quand il y a eu les stats qui sortaient sur le taux de suicide, Bien sur sûr. le taux comment De dire, dépression. burn-out, dépression, Mhm. etc. Il y a une raison, tu vois. Mhm. Mais je sais pas pourquoi ça veut pas être adressé vraiment. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ce qu'on croit, quoi, tu vois. Moi, j'ai ma petite théorie, hein, et c'est peut-être un peu unpopular, comment dire, une avis impopulaire. C'est encore une fois, quand tu prends tes responsabilités et quand tu prends le temps de déconstruire même ce qui t'est imposé, toi en tant que femme, euh, du coup, t'as plus personne à blâmer.
moi, je me rends bien compte entre la femme que je suis aujourd'hui et celle de il y a même pas un an qui disait ouais, mes ex, ouais, mon père et machin et trucs. Tu vois, je parlais de toxicité, mais j'avais pas encore intégré que la toxicité, elle était partagée, qu'elle était co-construite. Mmh, Tu vois ce que je veux dire? 100%. Le fait de me rendre compte que dans mon ADN, on parlait d'épigénétique encore une fois, mais dans mon ADN, j'ai identifié il y a très récemment que c'était écrit en gros si tu n'as pas de mari ou si tu ne te maries pas, tu n'es pas valable, de manière inconsciente bien évidemment, et que toutes mes Mmh, interactions avec les hommes étaient basées sur ça. Donc du coup, je vais regarder. En gros, j'ai cherché un donneur de sperme et un mec pour mettre, mmh, tu vois, mais de manière très genre parce que quand même I'm inconsciente. free, Ouais, ouais. voilà, I'm free, je suis style, tu vois ce que je veux dire? Bien Mais sûr. c'était quand même donc Island ah non, OK. Et donc du coup, c'est très difficile de te rendre compte, du coup, qu'en face de toi, t'as un être humain. Exactement. Mais quand tu le fais, du coup, enfin, depuis que je le fais, et c'est pour ça que je corrige à chaque fois en me disant, ouais, non, les hommes, ils sont... Non, c'est juste que je n'étais pas en mesure à cette époque d'attirer des hommes pour des relations amicales, platoniques ou quoi, qui me montraient qu'en fait, ça existe. J'étais même moi, c'est moi qui kéblo le truc. Mmh, Donc c'est cette prise de responsabilité là et du coup le travail que je fais moi via l'enfant intérieur, mais il y a d'autres chemins pour le faire, c'est pas the only way, je pense que c'est un moyen assez puissant parce qu'on va vraiment aux fondations. Il te permet de te rappeler que en fait c'est pas les autres la problématique, que la plupart du temps tu es le dénominateur commun de tout ce qui t'arrive et que comme dirait un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Bilyeu, il dit everything is my fault. ah, À j'aime partir bien du comme moment milieu. Ouais, à partir du moment où tu quand il a dit ça la première fois, j'ai fait ah ouais, ah non, non, tout n'est pas ma faute, s'il vous plaît. Non, non. Et en fait, quand tu as l'énergie de le faire, quand tu dis, OK, c'est de ma faute ou c'est ma responsabilité, OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Si j'ai créé cette situation-là, ça veut dire que je peux en créer une autre de différente. Mmh, mmh, mmh. Et l'idée, vraiment, et c'est pour ça que je kiffe le travail que vous faites, en tout cas sur le jeu, ça reste entre nous. Et de manière générale, il y a quand même une espèce de mouvance de, OK, communiquons, essayons de nous voir vraiment pour ce qu'on est et pas juste pour ce qu'on représente ou ce qu'on va pouvoir se donner les uns les autres. Ouais, C'est que quand on parle, on se rend compte qu'en fait, on vit les mêmes expériences. On vit la même on vit la même frustration et chose. juste que moi, on m'a donné l'autorisation parce que je suis une femme, peut-être de plus pleurer, machin, mais que toi, finalement, euh, J'ai le tu vas pas droit. for- tu as le droit, mais tu vas pas forcément pouvoir l'exprimer. Et le truc, c'est qu'à la limite, je pourrais dire, ouais, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais si je veux faire un enfant avec toi, on va faire comment, en Ouais, fait? c'est ça. C'est exactement ça. Franchement, et c'est tellement ça. C'est pour ça que la communication, s'exprimer sur différents sujets, poser les questions, aller loin ensemble, aller en thérapie, c'est archi Yes. important, tu vois. Ouais. Archi important. Le coach de vie, en réalité, pour moi, un thérapeute, ce n'est rien d'autre qu'un coach de vie. Et on a tous besoin d'un coach de vie. Tous. Agree. Agree. On va finir ce podcast quand parce Yes, qu'en yes. fait, on a déjà largement dépassé. Ok. J'ai quelques dernières questions pour toi. C'est aujourd'hui, de quoi a besoin ton enfant intérieur que tu ne lui donnes pas suffisamment? De temps. De temps pour se développer, pour euh, faire des choses qui lui permettent de le nourrir, de le faire grandir, de le faire kiffer. Et grandir, c'est pas physique, il va rester l'enfant éternel, mais de nourrir cet enfant. Il a été un peu star, il a été un peu, ouais, il a été au Feed, régime, ouais, feed your kid. Feed ouais, your kid. c'est ça. Quel conseil ton enfant intérieur pourrait-il te donner là en ce moment? Peut-être une chose que tu as oublié de faire ou d'être. De, de, je pense, de faire confiance à son instinct, à mon instinct, et en fait, de pas oublier de vivre la vie et d'être heureux, en fait, de continuer à apprécier, en fait, d'apprécier chaque moment quand on a j'ai passé un bon moment hier et, et juste d'être là, présent pendant le moment et de Hmm, l'apprécier, d'être là, ah, tu kiffes là, ouais, 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 vas-y, bah, continue à kiffer, tu vois. hmm, Ouais, je pense c'est que clair. c'est ça, ouais. Et si c'est littéralement, par exemple, pour ceux et celles qui savent pas trop comment communiquer avec leur enfant intérieur, c'est l'exemple type d'un dialogue que vous pouvez avoir en interne. C'est-à-dire, vous pouvez même prendre deux voix différentes, dire alors tu kiffes, ah ouais, c'est génial. Littéralement, c'est ça en fait. C'est juste pour créer finalement la conscience de ce qui est en train de se passer et aussi pour rappeler à votre enfant intérieur que ce qu'il a demandé, ce qu'il vous a demandé, vous êtes en train de lui donner. Mmh. Et dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toute personne qui se sent un peu perdue mais qui sent que travailler sur son enfant intérieur, ça peut être un chemin, un bon chemin, une bonne étape pour commencer. Euh,
ce que je dirais, en général, c'est que travailler sur soi, travailler avec soi, c'est essentiel. C'est essentiel de trouver son centre pour pouvoir avancer. Mmh. Et dans mes interactions avec les autres, tu reconnais les personnes qui se reconnaissent en leur centre. Et ça peut commencer par ça, justement, par son enfant intérieur. Et c'est peut-être l'enfant intérieur, c'est peut-être cette lampe, en fait, qui te permet de regarder dans les endroits les plus obscurs de soi-même et de confronter, en fait, l'imaginaire qui est parfois différent de la réalité, qui peut être une peur qui, en réalité, quand tu mets la lampe dessus, est toute petite. Mais comme elle est cachée dans l'obscurité, ça paraît être un truc énorme. Hem Ouais. et c'est cette capacité vraiment à se dire: «OK, bah, il faut aller jusqu'au bout. Il faut absolument, le plus tôt possible en tout cas, hem, être confronté à sa vraie réalité, poser les mots sur la réalité et poser les mots sur la réalité qu'on est en train de vivre». Ça veut pas dire: «Putain, je suis une merde. Putain, j'y arrive pas». Ça, c'est pas la réalité. Quand vous commencez à parler comme ça de vous-même, vous n'êtes déjà plus dans la réalité. Parce que dans une réalité, dans la vie, il y a du positif et du négatif. Si vous n'êtes pas capable de dire du positif de ce que vous êtes en train de faire, sachez que vous n'êtes plus dans la réalité. Et pour moi, c'est une ligne en fait qui doit être mise toute simple en fait dans est-ce que je suis encore dans la réalité? Il n'y a pas de positif. Ok, c'est pas possible. Je suis dans une chimère, je suis dans un rêve là, ou dans un cauchemar, mais je suis dans la réalité. Exactement. Voilà. Top. Merci infiniment, Bakang, pour ta présence. Merci pour ça. C'est ce bel exemple, en fait, tu vois, parce que, comme je te disais, ça change des paysages que j'ai l'habitude de voir et de rencontrer. Et du coup, ça permet d'étendre le champ des possibles. J'espère vraiment que les personnes qui ont écouté, ça leur a fait le même effet que ça m'a fait à moi, en mode, en fait, il y a cette idée d'être sur le bon chemin quand tu es dans une forme d'ancrage, et de deux, d'arrêter de penser que les hommes qui sont éveillés, ou les femmes qui le sont également, ça n'existe pas, tu vois. Donc merci d'être une preuve de ça, et merci pour tout ce que tu fais avec tes frères aussi. C'est hyper, 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 hyper inspirant. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais vraiment Avec grande plaisir. inspiration et grand respect pour tout ce que vous faites, et ça fait plaisir de se dire qu'on est ensemble dans cette aventure, même si on prend des chemins différents. Mais grave. Bah écoute, merci de m'avoir invité. C'est vraiment top. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une conversation comme ça sur le côté profond des choses, donc ça fait plaisir, très rafraîchissant. Plaisir partagé. Et comme tu le sais, toi qui écoutes ce podcast, tu peux retrouver toutes les informations du podcast sur le site vibeavectonenfantintérieur.world. Tu peux également suivre le compte Instagram. Il y a une mini-initiation qui est offerte. Donc si tu veux commencer ce travail d'introspection et que tu sais pas par où commencer, que tu as l'impression que ça te fait flipper, je te guide pas à pas. C'est gratuit vraiment. Va, profite. Et bien évidemment, je mettrai toutes les informations de Bakang Danse et ses multiples projets. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de place dans la description pour mettre tout ce qu'il fait. N'hésite pas, si tu ne le connais pas déjà, à aller le suivre pour des doses d'inspiration et de sagesse. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et de ton enfant intérieur. À très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe